Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 pratiques issues du stoïcisme pour avoir des journées de plus en plus sereines. Imaginez la chose suivante, vous êtes face à un événement stressant et plutôt que de vous emballer, plutôt que de vous faire avoir par vos émotions négatives, vous restez calme et vous gérez de manière optimale la situation. Ou alors vous êtes face à une personne qui vous insulte et plutôt que de vous énerver, vous restez impassible et puis vous répondez avec répartie. Ou alors vous êtes en mesure de continuellement apprécier ce que vous possédez déjà et cela vous évite de tomber dans ce piège de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus et au final de rester profondément insatisfait. Et un point qui est également intéressant quand on commence à pratiquer le stoïcisme, c'est que l'on se détache petit à petit du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les autres de nous et ça nous permet de nous libérer et de faire ce que l'on a toujours voulu faire. Donc ça c'est la promesse du stoïcisme, c'est une grosse promesse et peut-être que pour vous le stoïcisme c'est quelque chose de nouveau. Alors c'est quoi le stoïcisme? C'est un courant de pensée qui est né en 300 avant Jésus-Christ et qui est resté très populaire jusqu'en 180 après Jésus-Christ, date à laquelle l'empereur romain Marc Aurèle est décédé. À partir de là, le stoïcisme a perdu en popularité, mais il est resté utilisé par un bon nombre d'adeptes. Il était simplement moins populaire. Donc le stoïcisme, c'est quoi? En gros, c'est une idée qui se base sur le fait qu'il est préférable de gérer nos sentiments et le monde qui nous entoure avec raison que de se faire avoir par nos émotions. Les stoïciens, donc ceux qui pratiquent le stoïcisme, ont comme objectif d'atteindre la tranquillité. Donc c'est-à-dire pas la tranquillité en mode bon, on fait rien de nos journées, on s'ennuie et puis on est indifférent à ce qui nous arrive, comme pourrait le laisser croire l'expression il est resté stoïque. Non, mais la tranquillité en mode je suis dans la tempête, je suis dans le chaos, je suis dans des journées qui sont enrichissante, grisante, mouvementée, mais je reste tranquille dans le sens où je ne me fais pas avoir par mes émotions et je reste maître de mon jugement. Et ça, c'est vraiment une idée que je trouve très belle et c'est pour cette raison que je fais une vidéo sur ce sujet. Évidemment, il y a eu énormément de de personnes qui ont pratiqué le stoïcisme et qui pratiquent aujourd'hui le stoïcisme, mais vous en avez peut-être entendu parler via ces leaders charismatiques comme Sénèque qui était un professeur qui enseignait le stoïcisme mais qui était également le conseiller de l'empereur romain Néron, comme peut-être aussi Marc Aurèle qui était lui-même empereur romain. Il y avait qui encore? Il y avait Épictète qui lui était un esclave à la base, un esclave et qui a finalement créé sa propre école. Donc tous ces gens-là ont popularisé le stoïcisme essentiellement entre 300 avant Jésus-Christ et 180 après Jésus-Christ. Et dans cette vidéo, je vais partager quelques pratiques qui m'ont énormément aidé à un moment donné où c'était assez compliqué dans ma vie, 2016, insomnie chronique, je perds ce qui me semble acquis, le sommeil. Et cette perte m'invite ou me pousse à découvrir le stoïcisme, une pratique que je n'ai plus quittée depuis. Si le sujet du stoïcisme vous intéresse, je vous invite vraiment à lire un livre qui se trouve qu'en anglais pour l'instant, que j'ai traduit et qui est disponible. Je n'ai pas traduit le livre en entier, mais j'ai fait un résumé en français qui est accessible à mes abonnés. Ce livre, c'est A Guide to a Good Life de William B. Irvine, qui est un historien et qui, lui, a compilé qui a lu énormément de choses sur le stoïcisme et qui en a fait un livre qui est digeste et qui est adapté aux lecteurs modernes parce que, évidemment, il y a eu des ajustements à faire pour que les conseils qui étaient valables à l'époque le soient dans notre monde actuel. Il y a eu peu de changements, mais il y a eu quand même des changements. Donc dans ce livre, A Guide to a Good Life, vous découvrirez quoi? Vous découvrirez l'histoire du stoïcisme, vous découvrirez ses fondateurs, vous découvrirez l'évolution du stoïcisme dans le temps, pourquoi il a perdu en popularité, pourquoi il a regagné en popularité. Vous découvrirez les 5 pratiques essentielles au stoïcisme, donc les 5 pratiques de base. Dans cette vidéo, je vous en partage 3, mais il y en a 2 autres dans ce livre. Et puis également un chapitre que j'ai énormément aimé, la partie 3 du livre,
où vous allez découvrir beaucoup de situations du quotidien et comment différents stoïciens recommandent d'y répondre. Okay. Comment gérer les insultes, voilà, comment gérer les insultes, comment gérer la luxure, comment gérer la célébrité ou le besoin de célébrité, comment gérer les autres. Et ça en fait une lecture très très riche que je vous recommande encore une fois. Voilà. Donc dans la suite de cette vidéo, je partage avec vous ces 3 pratiques qui sont pour moi les 3 pratiques les plus importantes pour commencer dès aujourd'hui à obtenir des journées plus sereines via ce courant philosophique qu'est le stoïcisme. La première pratique, c'est quelque chose, j'en parle souvent entre les lignes, il s'agit de la visualisation négative. Alors, la visualisation négative, c'est quelque chose que l'on fait tous de manière plus ou moins consciente. Il s'agit simplement de penser à comment une situation pourrait dégénérer. Et concrètement, cela nous permet de nous préparer ou de nous protéger ou d'anticiper une situation. Par exemple, vous pouvez vous dire, bon, je vais perdre mes clients, je vais perdre mon salaire, je vais perdre mon revenu et donc qu'est-ce que je fais? Je vais mettre en place un virement permanent pour faire des économies, par exemple. Donc je vais me préparer, je vais faire des réserves. Ou alors je pourrais me dire, bon, peut-être qu'un hacker informatique va voler mes mots de passe et donc ça m'incite à utiliser 1Password et à protéger mes mots de passe ou à renforcer ma sécurité. Okay. Donc c'est quelque chose que l'on fait, la visualisation négative, c'est quelque chose que l'on fait tous plus ou moins souvent, plus ou moins volontairement. Mais les stoïciens amènent cette pratique à un cran plus loin ou à une étape supplémentaire. Pourquoi? Simplement parce qu'en tant qu'humain, on a cette tendance à être insatiable, c'est-à-dire qu'on est rarement satisfait de ce que l'on a. Et c'est un concept qui a été découvert, puis redécouvert, qui s'intitule l'adaptation hédonique. Et en fait, c'est quoi l'adaptation hédonique? C'est qu'à notre naissance, on nous donne un niveau de bonheur X, donc c'est notre point de référence, et tout au long de notre vie, peu importe les événements positifs qui nous arrivent ou les événements négatifs qui nous arrivent, après quelques temps, notre niveau de bonheur rejoint ce point de référence. Donc concrètement, je gagne à la loterie 1 million, boum, je suis super heureux, et après une année, si on me demande, voilà, Julien, quel est ton niveau de bonheur, il est à peu près identique. Pareil, si je devais perdre une jambe, je serais profondément affecté à un moment et après une année, je retrouverais à peu près un niveau de bonheur similaire. Quand on en est conscient, c'est une chose. La plupart des gens, le problème, c'est qu'ils ne sont pas conscients de cette adaptation hédonique et ça nous pousse à faire quoi? Ça nous pousse à vouloir toujours plus. Et si je vous parle de ça sur une chaîne qui parle d'organisation et de productivité, c'est que je sais que beaucoup de mes lecteurs sont touchés, enfin, on est humain, donc on est tous touchés par l'adaptation hédonique et donc ça nous incite à faire quoi? À suroptimiser nos journées, à vouloir toujours faire plus, à vouloir toujours amasser plus d'argent, plus de biens matériels, à vouloir toujours plus, sans se rendre compte qu'il y a une théorie de la perspective qui a été découverte et popularisée par Daniel Kahneman, qui dit que pour tout ce qui nous arrive, il y a une partie objective et une partie subjective. Okay. Donc, il y a des gens qui ont tout, mais qui sont profondément malheureux. Il y a des gens qui ont très peu et qui sont profondément heureux. Et l'intérêt de la visualisation négative, c'est qu'on va devancer ce processus d'adaptation hédonique pour le ralentir, pour le réduire. Okay. Donc, concrètement, c'est quoi la visualisation négative? Il s'agit d'imaginer comment une situation pourrait être pire et imaginer comment notre quotidien pourrait être sans ce que l'on possède déjà. Donc concrètement, je pourrais me poser ici, là, prendre ma tasse de café et me dire, bon, je bois mon café tous les matins et je me dis, ok Julien, comment ta vie pourrait être pire? Et si je vous donne cette phrase, c'est parce que j'y réponds tous les matins. Comment ma vie pourrait être pire? Ah, je pourrais ne pas avoir un ordinateur pour lire mes notes. Je pourrais ne pas avoir une caméra pour filmer. Bon, ça, c'est des petites choses, mais je pourrais très bien dire je pourrais être aveugle. Ou je pourrais ne jamais avoir rencontré madame. Ou alors je pourrais être encore sur les chantiers
à travailler sur les chantiers, comme c'était le cas il y a quelques années. On peut aussi se dire, ok, c'est la dernière fois que je vois mon ami, quand je lui dis au revoir, ou quand je vais boire un café avec lui, c'est la dernière fois. Okay, ou alors c'est la dernière fois que je vois mon enfant. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que notre quotidien et ce qui nous arrive, les événements qui nous arrivent, prennent tout de suite beaucoup plus de valeur. Et surtout, on commence à se détacher, et ça c'est un effet qui n'est pas forcément abordé dans le livre, mais que j'ai ressenti, on commence à se détacher des petits problèmes qui nous arrivent au quotidien. C'est bon, voilà, c'est pas grave, il pourrait y avoir pire. Okay. Beaucoup de gens vont ressentir les effets de la visualisation négative après une catastrophe. Par exemple, je ne sais pas, j'habite en Amérique et tout d'un coup il y a une tempête qui fracasse ma maison. Je me retrouve à la rue et je réalise à quel point ma maison était importante. Et à un moment donné où je me retrouve dans un appartement au chaud, je peux tourner le bouton, j'ai de l'électricité, je peux me faire un café, je prends une douche, j'ai de l'eau chaude. Tous ces éléments qui étaient acquis avant la tempête reprennent de la valeur parce qu'on les a momentanément perdus. Okay. Le problème avec les catastrophes, c'est que certaines sont fatales. Okay. On peut mourir dans une catastrophe. Elles sont hors de notre zone de contrôle, donc c'est-à-dire on ne peut pas choisir quand une catastrophe nous arrive. Et puis, les effets disparaissent, c'est-à-dire qu'une personne qui a vécu la guerre, qui ensuite se retrouve dans un pays en paix, après quelques temps, elle va oublier finalement ce que c'était. Et donc finalement, tous ces effets que j'ai cités, les effets négatifs d'une catastrophe qui arrive dans notre vie, c'est-à-dire que ce n'est pas contrôlable, elle peut nous tuer ou sérieusement nous endommager, et puis les effets ne sont pas durables, alors c'est tous des effets qui ne concernent pas la visualisation négative. Okay. La visualisation négative, c'est quelque chose qu'on peut faire jour après jour, donc c'est durable, c'est dans notre zone de contrôle, et puis surtout les effets ne sont pas, la visualisation négative ne va jamais nous tuer. Donc ça en fait un exercice, pour moi c'est vraiment un exercice très intéressant, et vous verrez que quand vous commencerez à le mettre en place, vous réaliserez tout de suite que tout va mieux. Et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve, il faut tenter le coup. Tenter le coup. Donc comment tenter le coup? C'est très simple. Prenez un moment dans la journée qui est invariable. Donc ça peut être le réveil, okay. Donc le moment où, juste après vous êtes levé, vous restez dans votre lit, vous dites bon, comment ma vie pourrait être pire? Si vous avez déjà en place des habitudes, comme par exemple le fait de faire du journaling, donc d'écrire dans votre journal, c'est une habitude que je recommande. J'ai récemment fait une vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. C'est une habitude que je recommande à toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer. Donc si vous faites déjà du journaling, pourquoi ne pas rajouter simplement une question à laquelle vous allez répondre tous les jours? Comment ma vie pourrait être pire? Okay. Et ainsi, vous allez petit à petit mettre en gros un peu de visualisation négative dans votre présent, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein dans votre quotidien et surtout d'apprécier beaucoup plus les choses que vous possédez déjà et d'éviter de tomber dans le piège de l'adaptation hédonique. Ce qui nous amène sur la deuxième pratique que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, la trichotomie du contrôle. Je vais commencer avec une citation d'Épictète qui disait « Votre premier désir devrait être le désir de ne pas former les désirs que vous n'êtes pas en mesure de combler. » Okay. Initialement, la trichotomie du contrôle s'intitulait la dichotomie du contrôle. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait deux types de choses qui nous arrivent au quotidien. Les choses sur lesquelles on a le 100% de contrôle et les choses sur lesquelles on a zéro contrôle. Donc, les choses sur lesquelles on a zéro contrôle, c'est la météo, c'est la bourse, c'est le fait que l'on se fasse envahir par une armée, c'est le fait qu'il y ait un virus qui apparaisse. Ça, c'est les choses sur lesquelles on a zéro contrôle. Et pour les stoïciens, il est complètement irrationnel d'investir de l'espace mental, de l'énergie, du temps, de l'argent sur ces éléments, parce que peu importe ce que l'on fait, cela ne va pas changer le cours des choses. Ensuite, il y a les choses sur lesquelles on a le 100% de contrôle, c'est les objectifs que l'on se fixe, les valeurs que l'on décide d'embrasser. Notre capacité à maintenir nos désirs sous contrôle, notre capacité à rester une personne raisonnable et notre capacité à rester tranquille, donc à gérer nos émotions.
Le problème avec cette théorie de base, c'est que finalement, on met où les autres? On met où voilà, les autres, on met où notre santé, on met où je ne sais pas, le fait de développer notre village, ou de développer un projet, ou de participer, ou de développer un business, ou d'augmenter son chiffre d'affaires, on met où? Et c'est là qu'il y a l'apparition de la trichotomie du contrôle, donc c'est-à-dire les choses sur lesquelles on a une certaine influence. Okay? Parce que même si je mange bien, même si j'arrête de boire, même si j'arrête de fumer, même si je fais du sport, je ne suis pas à l'abri d'avoir un cancer. Okay? Donc je ne contrôle pas à 100% mon corps. Pareil avec les autres, même si je travaille bien, même si je fais un travail qui est consciencieux, même si j'écris des articles qui sont sourcés, même si je mets beaucoup d'efforts, je ne suis pas à l'abri d'une critique qui est injuste, ou qui est méchante, ou qui est complètement stupide. Comme disait Taleb, une critique en dit bien plus sur le critiqueur que sur l'objet de la critique. Pour les amis perfectionnistes, je pense que c'est une phrase à inscrire sur le cadran de votre ordinateur. Voilà, maintenant comment gérer ça au quotidien? Donc quand quelque chose vous arrive, il faut toujours prendre le temps de se dire, ok, dans quelle catégorie va cet élément? Okay? Et si cet élément va dans la zone se trouve hors de votre zone de contrôle, donc la zone sur laquelle vous n'avez pas de contrôle, ou sur la zone d'influence, prenez un maximum de distance, relativisez, faites des exercices de lâcher prise. Okay? Si vous êtes du genre à vous fixer des objectifs, assurez-vous que votre objectif soit formulé correctement. Okay? Plutôt que vous dire j'ai envie de gagner 100 000 francs par année, ou 200 000 francs par année, ou un X montant par année, concentrez-vous sur les actions qui se trouvent dans votre zone de contrôle. Concentrez-vous sur le système. Ok, je vais envoyer un email par jour. Ou alors je vais publier si j'ai envie d'avoir 10 000 visiteurs sur mon blog d'ici XYZ, d'ici la date XYZ, ok, je vais pas avoir ça comme objectif parce qu'il me serait inutile en soi, mais je vais faire quoi? Je vais surtout me concentrer sur les actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Okay. Je vais me concentrer sur les actions, je vais me concentrer sur les compétences que je vais acquérir sur le chemin. Okay. Donc de cette manière, je me fixe un objectif qui se trouve dans ma zone de contrôle. Et ma tranquillité est beaucoup moins fragilisée. Est-ce que cela signifie que les gens qui se placent des objectifs qui se trouvent hors de leur zone de contrôle ne les atteignent jamais? Non, il y a des personnes qui vont se dire j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être célèbre, j'ai envie que les gens parlent de moi. Mais les stoïciens ne recommandent pas pour autant ce genre d'objectif. Pourquoi? Parce que même si on atteint un objectif qui se trouve hors de nos zones de contrôle, notre tranquillité va être bousculée parce que c'est quelque chose qui peut nous être retiré à tout moment. Personne ne peut me retirer le fait que je suis un créateur de contenu et que je écris un article par semaine. Personne ne peut me retirer ça. Okay, même si mon blog est mis HS, même si c'est un chaos technique pour mon blog, même si mon blog est hors ligne, je peux continuer de faire ça sur LinkedIn, sur Twitter ou même pour moi-même. Alors que si vous attachez votre identité avec un objectif qui ne se trouve pas dans vos zones de contrôle, comme par exemple votre richesse ou alors votre popularité, vous ne serez jamais vraiment tranquille. Vous direz, ah, mais peut-être que ce dont j'ai joui jusqu'à maintenant va m'être retiré. Voilà, donc ça c'est un point à mon avis qui est très très important à garder à l'esprit. Ce qui nous amène maintenant à la troisième pratique, intitulée l'abnégation du plaisir. Pour les stoïciens, l'abnégation du plaisir consistait à vivre comme si quelque chose de catastrophique était arrivé. Et pour les épicuriens, l'abnégation du plaisir consistait à évaluer si ce que l'on pense être important dans notre vie l'est vraiment. Alors, quelques exemples d'abnégation du plaisir. On pourrait se dire, bon, plutôt que prendre des douches chaudes, je vais prendre des douches d'eau froide. Plutôt que de m'habiller chaudement en hiver, je vais m'habiller légèrement en hiver. Plutôt que d'aller en voiture au travail, je vais aller à pied au travail. L'idée, c'est quoi? C'est d'amener volontairement un peu d'inconfort dans notre vie. Et il y a deux intérêts à cette pratique que j'ai citées. Premièrement, ça nous permet finalement de continuellement apprécier ce que l'on a déjà. Pour ma part, je vais des fois faire ce qu'on appelle un bivouac, donc c'est-à-dire je pars dans la nature. Et puis, je réalise que dans la nature, pour me faire un café, je dois premièrement couper du bois, allumer le feu, attendre 1h30, 2 heures qu'il y ait des braises, ensuite faire le café. Ici,
Donc quand je reviens dans un appartement normal, je veux me faire un café, 5 minutes après j'ai mon café. Le problème, c'est que sans ces expériences d'abnégation du plaisir, on a tendance à oublier finalement toutes ces choses. Alors certes, il y a la visualisation négative, mais des fois c'est bien de ressentir ça. Pareil, la semaine passée, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Pas pour l'aspect de la santé, mais plus pour cet aspect d'abnégation du plaisir. Donc, c'est-à-dire, ok, je me prive de quelque chose qui me semble acquis, l'alimentation. Et je réalise à quel point c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est vital, c'est quelque chose qui est agréable. Mais sans ce jeûne, je ne m'en apercevrais pas. D'ailleurs, beaucoup de religions pratiquent cette abnégation du plaisir, donc le jeûne. Mais ça me permet aussi de réaliser des fois, et ça c'est plus le courant épicurien, ça me permet de réaliser qu'il y a des choses pour lesquelles je me bats depuis des années qui ne sont peut-être pas si importantes. Prenons l'exemple d'une personne qui veut faire carrière, qui veut faire beaucoup d'argent, et tout d'un coup la personne va volontairement se priver d'argent, donc volontairement ne pas partir en vacances, volontairement ne pas utiliser sa voiture et prendre le transport en commun, volontairement se priver des jouissances qui sont apportées via l'argent. Et donc cette personne, elle réalise que finalement, elle se sent bien, voire mieux. Et donc elle se dit, mais en fait, pourquoi faire des heures sup? Pourquoi me tuer au travail? Pourquoi faire tout ça? Pourquoi ne pas profiter de mes enfants? Pourquoi ne pas profiter de mon conjoint, ma conjointe? Pourquoi ne pas profiter de mon temps libre? Chose que l'argent ne peut pas acheter. Et je pense que l'abnégation du plaisir est quelque chose qui est vraiment pas compris et qui est l'une des pratiques les plus importantes pour continuellement déjà apprécier ce qu'on a et puis surtout réévaluer ce que l'on pense être important pour soi. Maintenant, pour Musonius, qui était un autre stoïcien qui a pas mal contribué également au stoïcisme, pour Musonius, il y a 3 avantages à s'infliger une certaine forme d'inconfort. Le premier point, c'est qu'on se prépare à la malchance. Imaginez, vous prenez des douches froides, vous allez régulièrement vous baigner dans le lac en hiver, et ben, tout d'un coup, vous n'avez plus d'eau froide, vous n'avez plus d'eau chaude. Tout d'un coup, on a un blackout. Bon, dans le cas d'un blackout, on n'aurait plus du tout d'eau, mais imaginez, on n'a plus d'eau chaude. Et ben, finalement, vous vous êtes déjà préparé. Okay? Donc, s'infliger de l'inconfort à petite dose, ça fonctionne un peu comme un vaccin. Le deuxième point, c'est qu'on prend confiance en soi à gérer les difficultés. On se dit, ah bon, ben, en fait, j'ai réussi à aller au travail à pied, ou j'ai réussi à faire un feu pour me faire un café, ou j'ai réussi à vivre sans argent durant un mois, par exemple, ou j'ai réussi à vivre sans smartphone durant une semaine. Donc, on prend confiance en soi à trouver des solutions. Et le dernier point que j'ai déjà cité, on réapprend à aimer ce que l'on possède déjà. Je retrouve mon smartphone. Je retrouve ma voiture. Je retrouve ma cafetière italienne et mon réchaud ou alors ma plaque, ma cuisinière. Okay? Donc on réapprend à aimer ce que l'on a. Je presse sur le bouton, il y a de l'électricité, c'est génial. Donc ça c'est vraiment quelque chose, une pratique que je vous recommande de faire. Et il y a énormément de manières de vous infliger une certaine forme d'inconfort. Vous pouvez, je vous ai donné des exemples, mais vous pouvez en hiver une fois tester d'aller au travail sans veste. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez vivre une semaine sans argent, vous pouvez éteindre votre smartphone une semaine, vous pouvez peut-être vivre sans électricité 2 jours, vous pouvez faire un jeûne, vous pouvez prendre des douches froides. Il y a énormément de manières de s'infliger de l'inconfort, et évidemment pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire bon, c'est une pratique complètement une pratique de maso, mais encore une fois, souvenez-vous des avantages de Musonius. On se prépare à la malchance, on réapprend à aimer ce que l'on a déjà, et surtout on prend confiance dans sa capacité à gérer des situations qui sont difficiles. Donc encore une fois, l'abnégation du plaisir est une pratique que je vous recommande fortement. Et puis évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des grosses expériences. Vous pouvez très bien vous dire, aujourd'hui, je vais aller manger avec mes amis et je vais simplement refuser un verre d'alcool, ou je vais simplement dire non à l'alcool ce soir et voir finalement, vous savez, l'inconfort du jugement des autres. Ça, c'est aussi intéressant. Vous pouvez vous dire, aujourd'hui, je ne vais pas me resservir, ou alors aujourd'hui, je ne vais pas regarder Netflix. Il y a toutes des petites choses où vous allez travailler sur ce plaisir. Sénèque disait, le plaisir est une bête sauvage que l'on poursuit et que quand on arrive à la capturer, elle nous réduit en pièces. Donc c'est quelque chose on peut créer une connexion
avec les propos de Tyler Durden dans le film Fight Club qui disait « Les choses que l'on possède finissent par nous posséder ». Et vous pouvez facilement faire une connexion avec le plaisir. Les plaisirs que l'on possède finissent par nous posséder. Et je vais vous montrer un autre exemple qui m'est arrivé pas plus tard que hier. J'étais au supermarché et j'étais pas forcément en forme et je me suis fait avoir par mon désir de sucre. Donc je vois un paquet de bonbons, je me dis ok, je prends un paquet de bonbons et j'arrive à la caisse et en fait je me souviens finalement de cette abnégation du plaisir et surtout de comment je me sentirais quand je n'aurais pas mangé les bonbons parce que cela signifie pour moi que j'aurais gagné sur ce désir. Et donc je prends le paquet, je le pose à la caisse, vous savez, où il y a tous les bonbons, je me dis ok, je ne vais pas prendre le paquet, je le laisse là. Et finalement, le simple fait d'avoir résisté à l'une de mes pulsions, à l'un de mes désirs, m'a fait énormément plaisir. Et donc, c'est dans ces petites choses-là que l'on peut pratiquer le stoïcisme. Il n'y a pas besoin que ce soit extravagant, il n'y a pas besoin que ce soit publié en ligne, il n'y a pas besoin que vous le criez sur tous les toits. C'est des petites choses que vous pouvez faire au quotidien et qui vont vous permettre finalement de pratiquer cette troisième pratique qui est l'abnégation du plaisir. Et ça nous amène à la fin de cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous avez apprécié ce que vous venez de découvrir. Il y a de fortes chances que je reparle du stoïcisme dans les vidéos à venir. Donc quand commencer à pratiquer le stoïcisme? J'ai envie de vous dire le plus tôt, le mieux. Voilà, le plus tôt, le mieux parce que les effets sont sidérants sur votre bien-être au quotidien. Encore une fois, je le répète, ça va vous permettre d'avoir des journées beaucoup plus sereines, d'être en mesure de gérer avec beaucoup plus d'aisance les émotions négatives. Et puis, ce n'est pas compliqué. Il suffit de prendre un petit peu de temps le matin pour faire de la visualisation négative, de se souvenir de la trichotomie du contrôle et puis de temps en temps de se refuser un ou deux plaisirs. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, j'ai rédigé un article qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien, donc tout en haut. Il vous suffit de cliquer sur ce lien et puis on va aller un petit peu plus en détail dans le sujet du stoïcisme. À très vite pour de prochaines vidéos.